Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Public Sénat, c'est Yann Léco, notre rendez-vous économique hebdomadaire avec notre partenaire Les Échos. Bonsoir Françoise Fressoz. Bonsoir. Eh bien ce soir nous allons nous pencher sur le sort de la télévision publique après l'annonce surprise de Nicolas Sarkozy lors de ses vœux, souhaitant donc que la publicité disparaisse dès le 1er janvier prochain des écrans du service public. Alors, quel modèle économique à partir de maintenant pour la télévision de service public à partir donc du 1er janvier prochain? C'est le thème de notre face-à-face du jour entre nos trois invités. Je les remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nicolas Bordas, vous êtes président de l'agence TBWA France. Christophe Lambert, vous êtes également publicitaire. Vous faites partie donc de l'agence Fred, Farid et Lambert, spécialiste donc de la publicité. Et Jean-Louis Missika, sociologue, spécialiste des médias, auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Tout d'abord, comme toutes les semaines, eh bien nous allons commencer cette émission avec le journal de l'économie, le panorama économique de la semaine avec Saveria Rojek. Lundi noir pour les bourses mondiales, les marchés ont vécu leur pire journée depuis le 11 septembre 2001. Cédant à la panique, les investisseurs doutent de l'efficacité du plan de relance de George Bush. À Paris, les cours des principales banques françaises se sont effondrés sur la crainte d'une nouvelle dépréciation d'actifs. Près de 38 millions, c'est le nombre d'heures supplémentaires déclarées auprès des URSSAF en novembre, soit 2 fois plus que le mois précédent. Une entreprise sur 2 a eu recours au dispositif entré en vigueur le 1er octobre dernier. Depuis cette date, les heures sup sont exonérées d'impôts sur le revenu et payées 25% de plus. 314 propositions pour un objectif, relancer la croissance française. Le rapport Attali envisage la suppression de l'âge limite de 65 ans pour partir à la retraite. Autre mesure, l'ouverture du marché du travail aux étrangers. La Commission y voit une source de création de richesse. Les règles du jeu de la distribution sont elles aussi remises à plat au profit d'un régime de liberté des prix, des mesures censées doper le pouvoir d'achat. 322 000, c'est le nombre de créations d'entreprises en 2007 contre 280 000 en 2006, soit une hausse de 13%. Un très bon chiffre pour le gouvernement selon lequel le nombre de créations d'entreprises a été multiplié par 2 sur les 5 dernières années. Et dans la majorité des cas, il s'agit d'anciens chômeurs qui ont créé leur propre emploi. Voilà, c'était le panorama économique de la semaine signé Saveria Rojek. Alors Françoise Fressoz, on en vient au sujet du jour, la suppression de la publicité sur le service public dans le contexte économique que l'on connaît, à périmètre égal, c'est pour l'instant en tout cas ce que dit le gouvernement, ce que souhaite le gouvernement. Est-ce que tout simplement ça vous paraît viable ? Alors on peut dire en tout cas, quand le président a annoncé cette nouvelle le 8 janvier, il a quand même réussi un joli coup politique dans la mesure où cette idée de supprimer toute publicité sur les chaînes publiques, c'était une idée de la gauche. Et c'était une idée de la gauche qui reposait sur un raisonnement assez fort, consistant à dire le public et le privé c'est pas pareil, on peut avoir des programmes différents sur les chaînes publiques, des programmes de qualité, la course à l'audimat n'est peut-être pas totalement justifiée et donc il peut y avoir un financement typiquement pour le service public. Alors on finance comment à partir de maintenant ? Alors c'est là que les interrogations ont commencé, parce qu'en réalité, il y a quand même 800 millions d'euros à trouver, et même plus, puisqu'il faudra aussi remplacer par des heures de programme la publicité qui aura disparu de l'antenne. Donc ça fait quand même pratiquement 1 milliard d'euros à trouver. Alors il y a eu plusieurs idées évoquées, une taxe sur la publicité récoltée par les autres chaînes, les chaînes privées, une taxe sur l'accès à Internet et à la téléphonie mobile, mais ça suffisait pas, et donc aux dernières nouvelles, ça serait peut-être une taxe beaucoup plus large qui toucherait un peu tous les appareils qui reçoivent la télévision, des mobiles, des PC et tout ça. Mais on sent bien que ça gêne quand même le gouvernement parce qu'on est quand même à l'heure aussi de la baisse des prélèvements obligatoires et qu'augmenter, créer des nouvelles taxes, c'est pas très populaire. Augmenter la redevance télé, qui est aussi une autre solution, c'est pas populaire non plus parce qu'elle est déjà chère. Donc on est un peu dans une impasse. Ça vous paraît un peu improvisé si on vous suit ou pas ? Là, pour le moment, c'est des fantasmes parce que rien n'est vraiment bouclé. Donc, il y a quand même des gros fantasmes. Certains se demandent si c'est pas un beau cadeau à TF1 qui aura un peu plus de publicité. D'autres se demandent s'il faudra pas que France Télévisions se restructure et peut-être même vende une chaîne. Et donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura un projet de loi qui va être présenté au printemps, que tout doit se mettre en place au 1er janvier prochain, mais que, voilà. Avec un calendrier en effet assez serré. Jean-Louis Missika, d'abord sur le principe, sur l'idée.
Françoise Fressos disait il y a un instant, au fond, c'est une idée qui avait déjà été évoquée, notamment dans les rangs de la gauche, mais enfin, il y a assez longtemps. Pour vous, c'est quoi? Sur le principe, encore une fois, on parlera des conditions après, c'est une forme de clarification, d'une certaine façon? Il y a une dimension de clarification, mais il y a aussi une erreur fondamentale qui est commise dès le départ, hein, qui est de croire que c'est le financement qui fait la nature et la qualité des programmes. Bon, je prends un exemple simple, BBC One, qui est entièrement financé par la redevance, a des programmes une redevance quand même 3 fois supérieure à peu près à ce qui existe aujourd'hui en France. Ce que je veux démontrer, c'est qu'une chaîne de télévision entièrement financée par la redevance a des programmes qui sont l'équivalent de ceux de TF1 ou de France 2 en France, et même, je dirais, plus proche de TF1 que de France 2. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que ce n'est pas le financement qui détermine la nature du programme, c'est la cible et l'importance de l'audience que l'on vise, et puis naturellement ce que fait la concurrence. Et donc de ce point de vue-là, si l'objectif c'était de modifier le financement pour changer la nature des programmes, là on peut se dire il y a une erreur d'analyse. Maintenant, clarifier le financement, faire en sorte que l'argent public serve à financer une entreprise publique et que de l'autre côté l'argent de la publicité serve à financer des chaînes commerciales, pourquoi pas? Simplement, il faut être capable d'expliquer comment on va financer le manque à gagner, et c'est tout le problème qu'a posé Françoise Fressos. Vous dites que ça change pas la qualité des programmes, mais ça enlève quand même la coupure publicitaire qui peut être des fois exaspérante pour le téléspectateur. Oui, ça change, si vous voulez, le continuum des programmes, mais ça ne change pas la nature des programmes si l'on veut faire toujours la même audience. Maintenant, si jamais on dit simultanément que l'on veut retirer le financement publicitaire à France Télévisions et que l'on autorise ces chaînes à faire des programmes en direction de publics minoritaires, à ce moment-là... Il y a déjà des chaînes qui font un peu sauf que en France, on a déjà Arte et France 5, et à ce moment-là, le service public risque de se marcher sur les pieds assez rapidement. Christophe Lambert, sur la philosophie générale, quand vous avez entendu Nicolas Sarkozy, que vous connaissez, dire ça, d'abord, est-ce que vous avez été étonné, surpris, et finalement vous vous êtes dit, pourquoi pas? Surpris, non, parce que l'homme nous habitue à quand même pas mal d'audace et de courage dans ses annonces politiques. Ça a été minutieusement préparé, vous pensez, vous, ou pas? Ça a été préparé, ça a été abandonné. C'est une idée, effectivement, qui n'est pas neuve. Hein. On a l'impression qu'il y a une certaine improvisation, non? Non, bon. Il y a à un moment donné la brutalité d'une décision radicale, mais comme toute décision radicale. Donc, il y a un moment donné, il faut la prendre. Il faut arrêter de tergiverser. On opte pour un modèle ou pour un autre. Effectivement, il faut du courage politique pour le faire, et il n'en manque pas. Bon. Alors, maintenant, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent, hein, et pas à ceux qui les ont eues. Donc, on va dire maintenant, c'est une idée de Nicolas Sarkozy. Alors, moi, je suis pas fondamentalement d'accord avec ce que dit Jean-Louis Messica, parce que effectivement, l'exemple de BBC One est probant, mais je pense que c'est en réalité lié à un moment au fonctionnement de la télévision anglaise, et que je crois qu'en réalité, on fait pas la même télévision quand on fait des programmes que les gens payent, ou quand on fait des programmes qui simplement servent à vendre des gens à des annonceurs. Il y a 2 modèles de télévision. Il n'y en a pas 40. Hein. Il y a le modèle de la télévision qui vit sur l'audience, donc sur la publicité. Et là, Patrick Lelay avait raison. Hein. À un moment donné, il vend du temps de cerveau disponible à des annonceurs. Qui est regardé par un large public, quand même. Par un très large public, et qui est un vrai savoir-faire, de drainer une audience maximum aux grands horaires d'écoute de télévision. Et puis il y a le modèle qui est aujourd'hui plutôt le modèle payant, qui consiste à vendre des programmes à des gens, c'est-à-dire que les gens payent pour ce qu'ils regardent. Bon. Et ça, c'est pas la même télévision. C'est pas vrai. Quand vous êtes directeur de programme d'une chaîne, à un moment donné, qui est financée par la publicité, il y a des risques que vous ne prenez pas. Il y a, à un moment donné, des politiques sur des politiques un peu, on va pas dire élitistes, mais on va dire simplement ambitieuses en termes de qualité, que vous prenez pas, et vous cédez plus à un certain nombre de facilités qui vous garantissent à un moment donné une sécurité d'audience maximum. Donc moi je ne crois pas qu'en réalité on fasse la même télévision si on est financé par la publicité. En résumé, ce qu'a annoncé Nicolas Sarkozy, vous êtes plutôt pour? Moi je suis plutôt pour, oui. Je suis plutôt pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons. D'abord parce que je trouve qu'à un moment donné ça clarifie effectivement. À un moment donné, c'est un modèle de télévision public qui a une vraie mission malgré tout de qualité, et que cette mission à un moment donné puisse être simplement... Enfin, vous dites ce modèle, il faut un peu l'inventer d'une certaine façon.
Il n'y a pas vraiment l'inventer en France, parce qu'à un moment donné, on a toujours cette espèce d'illusion de système mixte en France, à peu près partout. Donc, on peut cumuler des financements privés et des financements publics. Je pense que c'est une vraie clarification. En tout cas, ça donnera, à mon avis, à celui qui a la charge aujourd'hui de diriger ces chaînes, un cap beaucoup plus clair. Nicolas Bordas, votre point de vue. Oui, question simple. Le principe est simple et l'idée, pour moi, me pose un problème de formulation, mais pas de fond. Je pense que l'idée qui consiste à dire que c'est la publicité, voire la qualité de la publicité, qui a une incidence directe et qui est responsable de la qualité des programmes ou de l'audience d'une chaîne, est une idée qui n'a aucun fondement. Le vrai sujet, c'est celui que vous avez souligné, qui est est-ce qu'on fait une télé pour l'audience, ou est-ce qu'on fait donc la quantité, ou est-ce qu'on fait une télévision pour la qualité. Et donc de ce point de vue-là, je regrette quand même que certains raccourcis aient été dans la logique de moins d'argent et moins de pub, créer une meilleure télévision, parce que je crains que l'effet ne soit pas direct et qu'on puisse le démontrer. Mais le vrai sujet pour moi, il n'est pas là. C'est est-ce qu'au nom d'une intention qu'on peut tout à fait comprendre et que chaque citoyen peut comprendre, est-ce qu'on ne va pas aboutir, si les modalités qu'ils sont à inventer ne sont pas les bonnes, à un résultat inverse du résultat escompté. Autrement dit, si le seul moyen de financer la télévision publique consiste à vendre France 2, on aura in fine, ce que je ne souhaite pas, ce que personne ne souhaite. Peut-être dans l'arrière-pensée. Voilà, je suis dans l'arrière-pensée, voire dans le deuxième temps, la question du temps 1 et du temps 2, on aura finalement réduit l'audience de la télévision publique en France qui avait le mérite d'exister. Et à l'inverse, mettre la publicité ou la communication comme responsable, voire coupable de la qualité d'audience, a un deuxième effet pervers, c'est qu'on risque de priver un certain nombre de campagnes. Je pense au parrainage, mais je pense aussi aux campagnes citoyennes. Le parrainage semblerait rester, ce qui semble une très bonne idée. Mais au-delà de ça, il y a eu récemment à l'Assemblée nationale, pardon de parler ici au Sénat de l'Assemblée nationale, mais néanmoins il y a eu récemment la remise des prix de la communication citoyenne. Et donc toutes ces campagnes qui, au-delà d'un intérêt particulier, défendaient un intérêt général, me semble-t-il, ont pleinement leur place sur la télévision publique. Donc il y aurait un paradoxe, c'est qu'on ne puisse pas communiquer, par exemple, sur le tabagisme passif ou sur les risques de l'alcool au volant, sur les chaînes publiques, en demandant aux chaînes privées de faire ce travail. Jean-Louis Missika, on va essayer d'anticiper un tout petit peu. On est le 1er janvier 2009. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je dirais d'abord, on va parler un peu des conséquences sur le marché des publicités. On a la chance d'avoir deux publicitaires avec nous. Mais au sein du service public, en termes de programme, peut-être pas dans les premières semaines ou les premiers mois, mais... Écoutez, je vais vous dire une chose. Le fond de ma pensée, il ne se passe rigoureusement rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les téléspectateurs restent, sont contents. Non mais, votre question est précise, donc j'y réponds de façon précise. Vous savez, les investissements en matière de programme, notamment pour tout ce qu'on appelle... Ils sont déjà décidés. Ils sont déjà décidés. Les programmations, les achats de droits. Vous avez vu que le France Télévisions a signé pour le Tour de France jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Donc vous imaginez, hein. Admettons qu'on sans annonceur devant ou derrière, quand même. Admettons qu'on considère qu'il n'est pas normal que l'argent public serve à financer des émissions sportives qui trouveraient entièrement leur place dans un marché privé, eh ben c'est trop tard, jusqu'en 2013 en tout cas. Donc si vous voulez, on est quand même face à des espèces de super tankers, à des jumbo jets, et pour la façon dont on va les faire détourner de leur vous donnez rendez-vous quand? Plutôt automne 2009? Ça va dépendre. En même temps, ça a déjà déstabilisé France Télévisions, parce que imaginez par exemple les négociations avec les détenteurs de droits de cinéma hollywoodiens, doivent se dire oh là là, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de payer, quel sera le périmètre, etc. Donc vous avez à la fois, c'est un double phénomène assez bizarre. D'un côté, sur le plan des programmes, je suis pas sûr qu'il va se passer énormément de choses au 1er janvier 2009, et en même temps, la déstabilisation elle est déjà là. Alors, concernant la publicité, Christophe Lambert, manque à gagner pour le service public 800 millions. Plus qu'il faudra financer. Donc on parle d'1,2 milliard à peu près. Des programmes assez divertissants. Voilà. Enfin, les 800 millions, ils vont aller où? D'abord, de votre point de vue. D'abord, il y a quand même une part comme ça dans... Avant de décider où ça va, il y a quand même une double vertu dans le système. La première vertu qui quand même me paraît moi fondamentale et dont à mon avis on ne parle pas suffisamment, c'est qu'on a demandé quand même au marché publicitaire de financer toute la diversification
du paysage audiovisuel français, et au-delà du paysage audiovisuel français, tout le développement à un moment donné du média numérique. Et à un moment donné, on a beau agrandir le gâteau, à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné répartir cette manne publicitaire de façon à ce qu'elle puisse financer ces développements. Et c'est vrai que l'argent qui était capté par le service public, c'est un argent qui n'allait pas à un moment donné au financement de nouvelles chaînes thématiques, de nouvelles plateformes satellitaires, etc., etc. Qui va en profiter le plus quand même là, a priori. Alors forcément, à un moment donné, l'argent il va essayer à un moment donné d'aller vers là où il y a de l'audience, parce qu'à un moment donné, les annonceurs sont pas des mécènes à un moment donné, du développement numérique français, mais il y aura forcément un effet de saturation. Et c'est là où il y a pour nous un deuxième effet, à mon avis positif, là sur la publicité elle-même, voire même sur la qualité de la publicité elle-même. Parce que ça va risque de provoquer un effet de pénurie. Notamment sur les grandes chaînes commerciales que sont TF1. Et l'effet pénurie, il est très bon pour la qualité. Aubaine pour la pub, oui, pour la création de pub, etc. Simplement acheter par le marché, exactement. Pas faire des bourrages de crâne, il faut bien faire la qualité. Non, j'ai une analyse exactement inverse de celle de Christophe, tout simplement parce que, mais malheureusement, il reflète assez bien, je trouve, cette idée typiquement française que c'est la pénurie et le malthusianisme qui va permettre la qualité. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? On supprime 25% d'espace publicitaire audiovisuel. On les supprime d'un trait de plume du jour au lendemain. On aurait pu imaginer que ça se fasse de façon progressive, étalée, etc. Mais on nous dit pour le moment que au 1er janvier 2009, on sait pas. L'effet mécanique de cela, c'est que cela va diminuer l'investissement publicitaire en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, les gros investisseurs publicitaires sont des sociétés multinationales, qu'elles répartissent leur budget à l'échelon européen, qu'elles raisonnent en termes de ce qu'on appelle la part de voix, c'est-à-dire la part de marché publicitaire que je dois occuper. Si vous diminuez la taille du marché publicitaire de 25%, ben c'est autant que les grandes multinationales vont prendre en France pour le mettre en Allemagne, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et donc, ça va avoir un effet malheureusement récessif sur le marché publicitaire. Donc moi, c'est comme ça que je vois une différence bien tranchée. Nicolas Bordas. Oui, je voudrais revenir sur cette question du moment et du timing, qui sont deux points importants dans l'application. Parce qu'une fois de plus, je reviens pas sur le principe. Qui va profiter de cette manne supplémentaire? À cause du moment. Et si le timing est aussi pressé que celui qu'on connaît, 1er janvier 2009, je pense qu'effectivement, la manne des 840 millions risque d'être une manne des 300 millions, parce que on est dans une année extrêmement difficile, on le voit bien. Tout le monde. C'était difficile avant lundi, ça va pas faciliter les choses. Ouais. Et donc le premier réflexe dans ces cas-là de la plupart de nos clients, les annonceurs, c'est de réduire la voilure, d'être sur le court terme plutôt que sur le long terme, de différer des investissements, etc. Donc il faut bien être vigilant qu'on est en train de vouloir attribuer une manne virtuelle du fait du contexte malheureusement difficile, en particulier en France et en fond, entre les lignes, que le moment n'était pas très bien choisi. C'est pas ça. Je dis juste qu'il faut tenir compte de ce moment. Personne n'y peut rien. Donc, je pense pas qu'au moment de l'effet d'annonce, Nicolas Sarkozy avait prévu le lundi noir qu'on a connu hier. Donc, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'à cause de cet environnement, il faut être extrêmement vigilant de ne pas avoir un mal pour un bien, c'est-à-dire de ne pas achever le malade, en quelque sorte. Et donc, je propose, en ce qui nous concerne, et de toute façon, la profession va se réunir. On rencontre Madame la ministre Albanel le 11 février. L'ensemble des publicitaires vont réfléchir aux questions que vous posez aujourd'hui pour avoir des propositions concrètes. Mais je dis juste attention au timing et je pense qu'il faut échelonner les choses de façon à garder les ressources en temps réel pour garantir la pérennité et le périmètre. Janvier 2009, pour vous, ça vous paraît exclu, ça vous paraît ingérable? Rien n'est impossible, c'est une décision possible. Mais ça me semble extrêmement dangereux pour le périmètre de France Télévisions. Donc si le sujet est bien à périmètre égal, il faut absolument donner, j'allais dire, une bouée supplémentaire et une manière de gérer le temps qui évite que cette manne que tout le monde aimerait récupérer, sûrement TF1 le premier, mais pas seulement, et d'autres médias. Moi, j'ai déjeuné avec un autre média presse, il me dit, peut-être qu'on va en profiter. J'ai dit, attention, tout le monde n'en profitera pas. Qui va en profiter? Vous êtes d'accord avec Christophe Lambert? C'est plutôt TF1, plutôt les gros groupes? La TNT va en profiter, la radio peut-être, oui, mais la presse écrite. Il faut remettre ça dans un contexte plus large, qui est la directive Télévision sans frontières. C'est-à-dire que je pense qu'il faut lire ce qui se passe aussi, y compris la décision qui se comprend beaucoup mieux, dans un contexte plus large, qui est celui d'une nécessaire réforme du système actuel, qui est beaucoup trop contraint pour les télévisions privées, et donc de l'adoption de Télévision sans frontières en France, avec un certain nombre de conséquences. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble plus largement que simplement la manne de France Télévisions.
Alors, on en vient au financement nouveau, qui sera quand même nécessaire. Hein. Vous parlez de périmètre égal. Pour l'instant, on a entendu effectivement ce souhait de la part du gouvernement, enfin, en tout cas dans les discours. Manque à gagner, en tout cas, dès le début, au moins 800 millions, sinon un petit peu plus, parce qu'il faudra fabriquer de nouveaux programmes. Jean-Louis Missika, quel financement? Alors, moi, je trouve que peut-être que la décision de prendre cette mesure est courageuse. Je partage ton point de vue. Il fallait oser le faire, mais je trouve que le courage s'est arrêté un tout petit peu trop tôt. C'est-à-dire qu'il aurait fallu dire on augmente la redevance. Pourquoi? Tout simplement parce que le financement de l'audiovisuel public, c'est la redevance, et donc c'est l'augmentation de la redevance qui devait être capable d'apporter un financement rigoureusement identique à la télé, au manque à gagner. Il fallait augmenter par exemple de combien la redevance? C'est très simple, il fallait faire passer la redevance d'environ 115 à 185, 175, 185. Les avis diffèrent en la matière, euros par... Sachant que quand Nicolas Sarkozy a essayé de retaxer un peu les personnes âgées, il a immédiatement perdu énormément de points dans les sondages, donc c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible, mais très franchement, cela revient rigoureusement au même, et ça consiste à construire une usine à gaz. Pourquoi est-ce que ça revient au même? Facile, oui. Pourquoi est-ce que ça revient au même? Ça consiste simplement à dire aux fournisseurs d'accès Internet, aux opérateurs de téléphonie mobile et maintenant aux fabricants de terminaux de télévision, vous remplacez l'État en tant que percepteur. Mais c'est pareil, la taxe, elle va être appliquée exactement de la même manière et ça va avoir des effets sur le pouvoir d'achat rigoureusement identiques en termes d'augmentation des abonnements et des prix des terminaux. Simplement, c'est l'habillage. Mais cet habillage, c'est une usine à gaz avec des risques juridiques considérable, aussi bien au niveau du Conseil constitutionnel qu'au niveau de Bruxelles, de se faire retoquer, parce que tout ça est quand même un petit peu compliqué et peut-être pas tout à fait légal. Avec un calendrier très serré, en plus. Avec un calendrier tout à fait serré. Donc si vous voulez, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi? C'est un peu ça la question qu'on va se poser. Là-dessus, il y a une idée qui est quand même très farfelue, il faut le reconnaître, c'est d'arriver à financer le service public par ses concurrents. On n'a même encore jamais vu ça. C'est comme si vous aviez le financement. Et on fait dépendre la télévision publique indirectement de la performance publicitaire. Donc si vous voulez, c'est un peu compliqué. C'est comme si vous demandiez qu'à un moment donné, je sais pas moi, que Air France, la Fiat et Toyota financent la SNCF. Quoi. Voilà. C'est à peu près du même niveau. Donc ça, pour le coup, c'était une idée un petit peu créative. un petit peu créative. La taxe, la mini-taxe, c'est très français. Je vais tout à fait dans le sens de Jean-Louis Messika, c'est que la vertu de ce système-là, c'est que les gens qui regardent payent. Voilà. Ça, c'est la vertu du système. Voilà. Et d'ailleurs, la seule rempart contre, à un moment donné, une télévision qui devient une télévision élitiste, on va dire marginale en termes d'audience, c'est que justement ceux qui la font soient à un moment donné responsables par rapport à ceux qui la payent. Il faut une interactivité beaucoup plus forte. Ça veut dire qu'il faut, et ça c'est, je pense, très important, je pense qu'il faut un système d'évaluation à un moment donné de la télévision publique par le public extraordinairement qualitativement. Ouais, qualitativement. C'est un peu ce qui a commencé à se faire. Il faut absolument être capable d'évaluer la satisfaction à un moment donné des téléspectateurs sur leur télévision publique, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas content des programmes, j'imagine là-dessus. Oui, tout à fait. Encore faut-il le faire, hein, à l'anglaise, là pour le coup. Mais quand on n'est pas content de Canal, on se désabonne, bien que ce soit compliqué. C'est très compliqué. Mais au moins on peut se désabonner de Canal+. Là, il faudra qu'on puisse. On peut pas transformer la redevance en une contribution volontaire. C'est la limite de ton raisonnement quand même. Mais au moins qu'à un moment donné, il y ait une pression qui s'exerce de la part à un moment donné des téléspectateurs sur ce canal. Il y a des systèmes, par exemple le système américain très intéressant, qu'on appelle l'underwriting, qui est un système où chaque contribution volontaire d'un téléspectateur de PBS, eh bien une entreprise privée ou une entité publique va fournir la même somme d'argent. Et donc vous avez quand même un système intéressant qui n'est pas complètement contraint, qui n'est pas un prélèvement obligatoire. Voilà. Est-ce que je peux rajouter juste une petite idée parce que ça me paraît important dans le contexte actuel et notamment dans le contexte de crise économique, c'est que la France a la chance d'avoir une industrie numérique extrêmement performante. Notamment dans le domaine de la DSL, mais pas seulement. Et aujourd'hui, cette idée que puisque cette industrie va bien, on va la taxer. On l'a déjà fait avec le COSIP. Maintenant, et il y a quand même quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est qu'à force de taxer cette industrie numérique française, on va la rendre moins compétitive par rapport à ses concurrents. Or, elle est dans une compétition internationale, ce qui n'est pas le cas de la télévision. Ça se répercutera sur les prix, a priori. Et ça se répercutera
stratégie. Et dernier élément qui me paraît aussi essentiel, c'est de ne pas oublier que quand vous avez un portail français qui fait de la publicité, on peut le taxer, mais quand c'est Google, on ne peut pas le taxer. Et donc toute la publicité générée par les grands portails internationaux, par les moteurs de recherche américains, cette publicité-là ne sera pas taxée. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est profondément gênant dans le dispositif que le gouvernement veut mettre en place. Je vous allais donner la parole tout de suite. Jean-Louis Messica, est-ce que, avec toutes les pistes dont on entend parler aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, à vos yeux, va pouvoir réunir ce fameux milliard en 8 mois? Le président, vous savez, le président a parlé de taxes infinitésimales. Et maintenant, on entend dire dans les couloirs 1 à 2%. Pour moi, infinitésimal, c'est inférieur à 1%. Donc, si vous voulez, tout dépend du niveau de taxation. Vous comprenez? Si jamais vous taxez à hauteur de 2%, les terminaux d'ordinateurs, les téléphones mobiles, les ventes de télé, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs mobiles, vous trouvez facilement votre milliard. Donc, c'est possible. Ça fera des mécontents, mais c'est possible. Ah non, mais sauf que c'est profondément choquant. Et à mon avis, c'est possible, sauf qu'il faudra vérifier la légalité de la chose. Nicolas Bordas. Moi, je voudrais faire une contribution pour que la douloureuse soit moins douloureuse. On les avait oubliés, celle-là. À part taxer Jean-Louis. Je pensais taxer Jean-Louis lui-même, mais je pense qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre. De manière plus sérieuse, c'est vrai que la seule bonne idée, c'est de dire augmentons la redevance et surtout association-là à une mesure qualitative différente de la mesure quantitative de l'audience. Donc ça, c'est vraiment l'évidence de la plupart des gens qui connaissent ce dossier. Et la seule raison, elle est politique. On préfère planquer tout ça ailleurs, sous le tapis, plutôt que d'assumer. Mais de toute façon, c'est les mêmes gens qui vont payer. Donc osons cette transparence. Néanmoins, pour aider, je reviens à un point qui est très important, c'est qu'à un moment donné, il y a un enjeu d'intérêt général, me semble-t-il. Le service public est là pour répondre au sujet d'intérêts généraux. Et donc, il y a quand même de plus en plus d'argent, en particulier d'argent des entreprises, dans la communication, qui va au-delà de l'intérêt particulier, mais sur des sujets d'intérêt généraux. Regardez le montant de ce qui est investi dans les fondations, qui par ailleurs ont des avantages fiscaux. Et tout ça, dans le monde entier, peut être lié. Le fait que de plus en plus, les innovations sont des innovations qui intègrent la dimension citoyenne, c'est-à-dire qui sont à valeur sociétale ajoutée, c'est-à-dire qui en quelque sorte ont un plus pour l'environnement, un plus pour l'éthique, etc. Donc, on pourrait proposer aux chaînes de télévision publique d'inventer, non pas le tunnel quantitatif aux heures d'audience qui éventuellement ennuie certaines personnes, non manifestement, mais exactement une forme de communication beaucoup plus citoyenne à des moments parfaitement définis et qui contribue d'une certaine manière à donner la possibilité de toucher ces gens. Parce que n'oubliez pas que les France Télévisions aujourd'hui, c'est plutôt des CSP+, c'est plutôt des gens plus âgés et c'est des gens qui sont particulièrement sensibles du fait de leur responsabilité ou de leur âge aux enjeux de communication citoyenne. C'est une bonne piste. Je pense qu'on pourrait quand même aussi élargir un tout petit peu à des secteurs qui sont compatibles avec les missions de la télévision publique. Vous prenez le secteur culturel, par exemple. Hein, vous pouvez très bien autoriser quand même le livre, le cinéma, le disque, etc. à la publicité sur des chaînes dont la mission première est d'augmenter, de travailler à la qualité. Non, on contourne pas. Non, mais c'est intéressant comme c'est une mission culturelle. C'est pour la diffusion d'œuvres culturelles qu'on fait une télévision publique de qualité. On peut aider. On est les industries culturelles. On va trouver le critère, le bon curseur. Industrie culturelle, c'est quand même assez précis comme critère. Moi, quand même, j'ai un petit distinguo. Je trouve ça pas anormal de mettre à contribution les fabricants de contenants pour financer les fabricants de contenu. Moi, je trouve pas ça anormal que quand on fabrique des télés à écran plat, etc., qu'on vend parce qu'il y a des gens qui mettent dedans des choses qui font plaisir à regarder. Je trouve ça assez normal qu'on puisse les mettre à contribution. C'est pas pareil pour moi que les fournisseurs d'accès à Internet et autres. C'est quand même un distinguo, à mon avis, important. Je voudrais ajouter une autre proposition. Il y a un paradoxe qui est que on nous a encore annoncé récemment, et je trouve que c'est bien, que les sites Internet qui drainent beaucoup d'audience des ministères ont droit à la publicité. Que va-t-il en être des sites de France Télévisions? Donc moi je pense qu'il faut doser cette question de la publicité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut bien sûr autoriser une publicité non intrusive sur les sites d'audience, y compris du gouvernement comme de télévision publique, mais qu'il faut aussi regarder chaîne par chaîne où sont les enjeux et où sont les moyens qui contribuent à sa qualité, les moyens de communication qui contribuent à sa qualité, les natures de partenariat, les natures de communication adaptées pour construire un modèle français d'une différence en communication comme on veut une différence de programme. Vous venez de prononcer le mot programme. Jean-Louis Messica, si on réfléchit un petit peu à moyen terme, à quoi pourraient ressembler au fond les programmes des chaînes du service public aujourd'hui sans publicité? Est-ce qu'elles ressembleraient, grosso modo, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, à ce qu'elles sont aujourd'hui?
on sait quand même que faire du programme de qualité, ça a quand même un coût. Faire une belle fiction, acheter un match de foot, financer le Tour de France, tout ça, ça coûte. La grosse question, ce qui angoisse aujourd'hui les personnels de France Télévisions, c'est de savoir si jamais ils auront les moyens financiers équivalent à ceux qu'ils ont aujourd'hui et de façon pérenne. Et de façon pérenne. Maintenant, sur les programmes, je persiste et je signe, si j'ose dire. Si vous voulez viser une part d'audience supérieure à un chiffre à deux unités, c'est-à-dire supérieure à 12%. Vous êtes pour qu'il y ait absolument dans la nouvelle loi des clauses d'audience, par exemple. Enfin, peut-être pas dans la loi, mais dans non mais justement, nouveau cahier des charges avec une clause d'audience. Si vous dites à France 2, vous avez le droit de faire les programmes que vous voulez. La tentation sera grande de faire des programmes, certes de qualité, mais visant des publics minoritaires. C'est-à-dire, plus le public est minoritaire, et plus vous allez vous permettre de faire des choses un peu sophistiquées ou un peu audacieuses, un peu confidentielles. Maintenant, si jamais vous avez une obligation de concurrence, en quelque sorte, parce que si vous visez une audience à 12-15%, vous entrez en concurrence avec des chaînes qui s'appellent M6, qui s'appellent même TF1, et à ce moment-là, indépendamment de la pub ou pas, et à ce moment-là, si vous entrez en concurrence avec ces chaînes-là, eh bien, vous verrez, vous aurez des programmes qui ressembleront de façon assez forte avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ça peut avoir des répercussions sur la création, par exemple, en termes de cinéma. France Télévisions a dépensé, par exemple, en 2007, 365 millions d'euros pour la création. Est-ce que le monde du cinéma, par exemple, a des raisons d'être inquiet? Non, je pense pas qu'il ait des raisons d'être inquiet. Ce que je pense fondamentalement, et de ce point de vue-là, je crois que c'est quand même, si jamais on raisonne en termes d'arrière-pensée, je pense que cette réforme du financement de l'audiovisuel public ne peut pas se faire sans une remise à plat complète de l'ensemble du dispositif réglementaire de la télévision en général, et pas seulement de la télévision publique. On a parlé bien évidemment des contraintes publicitaires de TF1 et M6, il va falloir qu'elles soient allégées. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut, alors qu'elles sont déjà saturées ces chaînes, si on veut qu'elles puissent accueillir cette fameuse manne publicitaire, faut passer effectivement, on va utiliser des termes techniques compliqués, de l'heure glissante à l'heure d'horloge. Il faut accepter la deuxième coupure publicitaire. Il faut accepter toute une série de choses qui vont permettre d'élargir en quelque sorte l'offre. Valoriser une télévision sans publicité, d'ailleurs. Voilà, ce qui ne fera que valoriser les télévisions sans publicité. Là, on verra une grosse publicité pour les chaînes privées. On verra une grosse différence entre les chaînes publiques et les chaînes privées. Mais en même temps, il va falloir réfléchir, par exemple, aux quotas de production et aux quotas de diffusion, aux obligations qui sont faites aux chaînes publiques comme aux chaînes privées, parce qu'aujourd'hui, bizarrement, elles ont les mêmes obligations en termes d'investissement dans la production cinématographique ou en termes d'investissement dans la fiction fraîche. Et donc peut-être que là aussi, il va falloir prévoir des choses différentes qui permettront de différencier véritablement télévision publique et télévision privée. C'est peut-être là, à la limite, que la marge de manœuvre est la plus importante, plus que dans le financement. Nicolas, oui, allez-y. Dans ce qu'il vient de dire, c'est la rareté et la pénurie d'espace qui va faire monter les prix. Donc si quand même, grâce à Télévisions sans frontières, au passage à l'heure d'horloge, on arrive à réouvrir de l'espace, à ce moment-là, on peut espérer qu'il y ait une moindre inflation du prix de la télévision, qui est quand même relativement dissuasive, parce que la télévision est très efficace, même si d'autres moyens complémentaires le sont de plus en plus et que la télévision est rarement employée seule, mais la télévision reste très efficace. Et donc, il est extrêmement important pour le dynamisme de l'économie, parce qu'à un moment donné, on oublie que la publicité est simplement un moyen au service de nos entreprises, de nos industries, de notre économie, pour créer cette dynamique et ces fameux points de croissance qui, je rappelle, font ou pas qu'on a plus ou moins de chômeurs. Donc c'est un ensemble. Et donc je dis, on va déstabiliser cet ensemble. Je ne dis pas que c'est mal du tout, et je trouve ça, en tant que citoyen, très intéressant. Mais les modalités sont très importantes et le timing, la gestion du temps est extrêmement importante. À propos de déstabilisation, ce qu'on voit derrière le débat sur le financement, c'est est-ce que France Télévisions, telle qu'elle fonctionne actuellement, est optimale, ou est-ce que le bouleversement de son financement fait qu'il faudra peut-être revoir le périmètre, revoir la façon dont ça fonctionne. Comment question sur le périmètre. Oui, c'est évident. C'est évident que aujourd'hui, il y a on redéfinit la mission du service public à travers un mode de financement nouveau. Aujourd'hui, il y a 5 chaînes. Est-ce que ça peut rester à périmètre égal ou pas? La question de quel est à un moment donné
l'utilité d'un France 5 ou d'un France 4 dans un France 2 qui n'est pas dépendant de la publicité. Enfin, franchement, les questions se trouvent. Et il est évident qu'il y aura des choix à faire. Maintenant, il faudra espérer que le cahier des charges soit fait de telle façon que un maximum de ressources puissent aller dans les programmes et qu'un certain nombre de réformes de structures qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant parce qu'il y avait des financements qui arrivaient soient entreprises. Donc ça veut dire mieux gérer, parce que vous dites. Mieux gérer. De toute façon, ça veut dire que des choses des financement certes, mais économie. Des décisions repoussées depuis des années qui à un moment donné soient prises par la nécessité. Alors, sur le périmètre, Et oui, le sujet est là. Ça vous paraît bien ou pas? Oui, enfin, il ne s'agit pas de vendre. L'avenir montrera s'il s'agissait ou il ne s'agissait pas de vendre. Mais la question devient si ce choix consiste à finalement mettre sur le marché France 2, le résultat aura été inverse de l'intention. Après, je ne porte pas de jugement. Certains y trouveront leur intérêt et certains des annonceurs trouveront intéressant d'avoir une offre encore plus large, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut que les moyens soient en ligne avec les principes. Donc, s'il y a un accord de principe sur l'idée, il faudrait un accord sur les moyens. Et donc, cette question du périmètre. Mais le périmètre tel qu'il existe aujourd'hui, ça vous paraît viable avec ce qui se prépare ou pas? Sans parler de privatisation, etc. Ou bon, aujourd'hui, périmètre égal. La clé est de trouver ce milliard, et donc soit ce milliard est clairement, de manière transparente et la plus simple possible, mise en évidence et budgétisé et tout va bien, soit il ne l'est pas, il est fait de manière latente, il est fait de manière, on doit pouvoir le trouver, de manière complète. Oui, le problème c'est la pérennité. Le problème c'est la pérennité. Donc il faut en tout cas des budgets avec une visibilité sur 3, 4, 5 ans peut-être même, non? Absolument. Jean-Louis Missika, périmètre, la question se pose ou pas du périmètre aujourd'hui? La question se pose de façon permanente, si vous voulez. Il n'y a pas de nouvelle question d'un certain point de vue. Il y a toujours eu une vraie question sur la taille du périmètre de France Télévisions, c'est-à-dire le nombre de chaînes. Et en plus, on parle de France Télévisions, mais on oublie Arte, qui n'est pas dans France Télévisions, mais qui existe également. Je pense aussi à quelque chose comme TV5. Il y a énormément de chaînes de télévision financées par de l'argent public ou dépendant du public. Alors le paradoxe, si vous voulez, il y a deux aspects dans votre question. Premier aspect, la bonne gestion. Bonne gestion. Bon, en général, on considère que les entreprises qui ont un contact avec le marché sont mieux gérées que les entreprises qui n'ont pas de contact avec le marché. Et donc là, on nous explique qu'on va retirer tout contact avec le marché à France Télévisions et que ça va être mieux géré. Moi, j'ai du mal à y croire, très franchement. Maintenant. Quel dogmatisme libéral, oui. Eh bien voilà, quelle surprise. Je suis un dogmatique libéral. En tout cas, sur cet aspect des choses, je suis à peu près sûr de moi. Et d'autre part, sur le périmètre lui-même, moi je pense qu'il faut pas faire de procès d'intention. Aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République nous disent que tout cela va se faire à périmètre égal. Bon, ok, tout ça va se faire à périmètre égal. Si l'aventure, ça ne fonctionnait pas, cette idée, si dans 1 an ou dans 2 ans on se retrouve avec par exemple France 2, l'audience n'est pas là, problème de financement, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là la seule réponse possible, c'est la privatisation d'une des chaînes? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il faut chercher à aller chercher une sorte d'agenda caché derrière la décision qui est prise. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Je pense pas qu'il y ait d'agenda caché. Il n'y a pas d'agenda caché derrière ça. Je pense pas qu'il y ait d'agenda caché. La question, c'est de savoir si est-ce qu'il est utile qu'il y ait autant de chaînes de télévision publique. C'est une vraie discussion d'intérêt général. De toute façon, comme disait Jean-Luc Missika. De toute façon, est-ce qu'il est utile qu'il y ait 3 rédactions différentes dans le service public, ou est-ce qu'il serait plus pertinent et efficace s'il n'y en ait qu'une? Tout ça, c'est des questions qui se posent. À un moment donné, comment financer la création? Comment avoir des cahiers des charges qui soient bien foutus? C'est uniquement ça aujourd'hui la question qui est débattue. Alors une petite question, est-ce qu'il y a un modèle étranger qui fonctionne très bien et qui pourrait servir de modèle à ce qu'on veut faire? Écoutez, je vais vous surprendre, je pense qu'il n'y a aucun modèle étranger dont on puisse véritablement s'inspirer. Déjà l'exemple de la BBC, par exemple. L'exemple qu'on donne de la BBC est un faux exemple, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la BBC est financée par une redevance et exclusivement par une redevance que la seule chose qu'on peut prendre de la BBC, ça ce serait une bonne chose, je pense, c'est cette distinction très claire qui est faite entre la partie de la BBC qui est financée par de la redevance et qui concerne en quelque sorte le service rendu aux téléspectateurs anglais, ceux qui payent la redevance, et puis le reste de la BBC, notamment BBC World, qui est une entreprise commerciale, qui a sa propre comptabilité et qui a une activité mondiale d'ailleurs de très grande qualité, avec BBC World notamment, avec un site internet qui a une réputation mondiale en matière d'information. Donc cela me paraît être intéressant, mais il faut se rendre compte que tous les pays
on construit un modèle d'organisation télévision publique, télévision privée spécifique. L'Allemagne, l'Italie, la France. La France va être le premier pays à le remettre complètement en cause, à le remettre à plat. Et donc là, effectivement, on rentre dans l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Tout le monde, effectivement, chaque modèle est le fruit de son histoire, en réalité. C'est vrai que, par exemple, l'Espagne, pendant des années, a financé le télévision publique par la dette. La dette et la publicité. La dette, et la dette, à un moment donné, a été abyssale. Là, ils ont décidé de prendre, par l'école, de reformer la dette. Et du coup, il y a des systèmes de financement. Enfin, RTL est en crise, BBC est en crise, le service public allemand est en crise. BBC vient de supprimer presque 2000 emplois. Il n'y a pas un modèle parfait qu'il faudrait copier intégralement. Il y a des tas de choses bien dont il faut s'inspirer un peu partout. C'est toujours le même sujet. Et puis, n'oublions pas qu'on a une tradition française de services publics de qualité, télévision publique de qualité, qui est extrêmement forte. À un moment donné, la télévision en France a joué un rôle fondamental, à un moment donné, dans l'intelligence collective, le niveau de culture de la société, etc. Et ça, c'est un héritage français. C'est pas un dernier mot, Nicolas Bordas, peut-être? Oui, il faut ce milliard. Donc de toute façon, non mais à un moment donné, le risque il est où? C'est qu'on l'ait pas, et que ça réduise le potentiel durable de développement. Donc le sujet c'est soyons transparents, faisons simple. Moi je dirais augmentons la redevance, je suis comme toi, puisque maintenant tout le monde est au courant. Donc grâce à ce débat, les Français qui n'étaient pas convaincus vont l'être. Ça vaut la peine que tout le monde paye plus cher sa redevance et qu'on n'invente pas l'usine à gaz. Franchement, oui, vous dites chiche à condition, avec condition quoi. Finalement. Moi je veux juste dire une chose. C'est très important pour la société, la télévision. 3 heures par jour par Français, ça mérite qu'on y consacre un peu d'argent quand même. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se reverra sûrement pour reparler de ce dossier. Françoise Fressos, dans une seconde, le mot de la fin avec vous. Alors François, ce qui est intéressant, c'est que on a vu des différences sur un certain nombre de points, mais grosso modo sur la philosophie, c'est un oui. Sur le principe, pourquoi pas, avec un certain nombre de conditions remplies. Ce qu'on sentait, c'est que de toute façon, il fallait bouger parce qu'il y avait l'évolution des chaînes de télévision, la multiplication des chaînes qui fait que le gâteau, il fallait le répartir autrement. Deuxièmement, il y a quand même un consensus vers la redevance télé, et beaucoup plus que vers les taxations, ce qui va poser un problème au gouvernement puisqu'il est quand même dans une période où il veut pas augmenter les impôts et il veut pas faire de mécontents au niveau du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est compliqué. Donc la grosse interrogation, est-ce que ça peut vraiment rentrer en application au 1er janvier 2009? Je suis un peu sceptique. Très bien. Merci beaucoup Françoise. Merci Jean-Louis Sica. Merci Nicolas Bordas. Merci Christophe Lambert. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Y'a de l'écho. Bonne semaine à tous. Bonsoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Il y a là un déni de démocratie. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde que vous, même si... Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est en effet le bien public que vous vous apprêtez à piller. On nous écoute, on nous regarde, soyons sereins, soyons dignes. La séance dans l'hémicycle, c'est sur Public Sénat et c'est en direct. Ou bien on regarde dans le rétroviseur. J'invite le Sénat à demander l'organisation d'un référendum. Ou bien on assume nos responsabilités. Projet de loi, question au gouvernement, les sénateurs et les ministres ont la parole. 60 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans bagage, c'est inquiétant, non ? Ce n'est pas acceptable. Ça, il n'a rien inventé. Tout le monde peut le dire. La séance sur Public Sénat est habillée. Explication de loi, texte débattu. Nous vous apportons sur l'écran les informations nécessaires pour mieux comprendre et décrypter les lois qui sont débattues dans l'hémicycle du Sénat. On peut continuer ? La séance sur Public Sénat, c'est expliqué, c'est décrypté et c'est en direct.